Eh bien donc, rebonjour à toutes et à tous. Bonjour François Bariol. Bonjour Jacques. Alors François, vous êtes directeur France et adjoint Europe de Liberty Specialty Markets. Tout à fait. Alors on va commencer par évoquer rapidement l'activité de Liberty et puis après on va rentrer dans le cœur du sujet. On va évoquer l'activisme politique et tous les risques que vous couvrez en tant que compagnie d'assurance. Très bien, merci déjà Jacques pour votre invitation. Donc Liberty Specialty Markets, c'est une compagnie d'assurance, c'est une mutuelle avec une présence aux États-Unis, sur le marché de Londres, en France, sur le marché de Dubaï et également en Asie-Pacifique. Et on est présent notamment via l'entité européenne sur des risques de spécialité, comme par exemple les risques de violence politique, de frustration de contrat, de rupture de contrat à l'étranger, de confiscation, etc. Donc le panel, on va dire, des types de périls que vous allez voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est des risques qui sont en augmentation un peu constante chaque année quand on parle d'activisme politique? Aujourd'hui, c'est devenu un vrai mode de fonctionnement dans des organismes. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on se base sur les dernières années, nous, en tant qu'assureurs, et je ferai une brève parenthèse par rapport à ça, une compagnie d'assurance, il faudrait la concevoir en fait comme un immense agrégateur de données. C'est-à-dire qu'en fait, quand on souscrit un contrat, on récupère des données comme par exemple les sites que l'on va assurer, leurs valeurs, leur adresse, etc. Et donc, quand on a des sinistres, ça passe de la même façon. Ça signifie qu'on a notamment énormément de données, et ces données, lorsqu'on les agrège, on arrive effectivement à voir des photographies d'un phénomène, notamment sur le cas des émeutes, et on y reviendra après. Et quand on fait une photographie de ces phénomènes et qu'on les compare et qu'on les superpose, alors là, on commence à voir des dynamiques. Et notamment, c'est ce que j'aimerais effectivement vous montrer sur la suite, quand on regarde un petit peu le focus qu'on a sur les 5 dernières années, il y a plusieurs enseignements que les assureurs ont pu avoir via leur sinistralité. Tout d'abord, déjà, c'est qu'effectivement, on a des émeutes de plus en plus fréquentes, mais qui sont aussi de plus en plus importantes en termes de sinistres indemnisés. Là, quand on regarde à nouveau sur les 5 dernières années, on a très régulièrement des années avec une sinistralité supérieure à 2 milliards de dollars. Ça, c'est quelque chose qui est assez neuf chez nous. Quand on regarde aussi au niveau de la nature des thématiques qu'on a été amené à indemniser, on se rend compte qu'on a différentes motivations. L'activisme, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, du moins dont l'ampleur aussi importante est assez récente. Si je me base sur ce que le cabinet de conseil Contrôle Risque avait édité il y a quelques années, entre 2022 et 2023, des motivations environnementales, de l'activisme environnemental, c'est en augmentation de 120% sur 12 mois. Donc ça montre aussi une nouvelle forme de préoccupation là-dessus au niveau de ce type de risque. Un vrai sujet de société, l'écologie, l'environnement, qui motive tout un panel très différent finalement d'acteurs avec des leaders d'opinion, des organisations, des associations et puis des gens sur le terrain qui vont aller voilà, faire des actions, coup de poing. On a effectivement un changement de paradigme par rapport à cette thématique purement de l'activisme environnemental, mais pas que. On a effectivement l'activisme environnemental qui nous concerne de près ou de loin, puisque plus les populations sont confrontées à des catastrophes naturelles, plus effectivement certaines opinions se radicalisent avec la volonté d'aller encore plus loin, se dire qu'on n'en fait jamais assez, parfois à tort, parfois à raison, et avec la volonté d'aller encore plus loin. Et donc pour nous, ça fait apparaître, en tant que compagnie d'assurance, de nouveaux risques, notamment de sabotage, qu'on ne voyait pas par le passé. On a en tête notamment certaines actions qui ont été menées dans le sud de la France contre des industriels français l'année dernière. On a eu des cas assez similaires avec des entrées par infraction sur des sites dans la région dans le sud de Lyon, dans le couloir de la chimie cette année aussi. Donc c'est encore des choses que l'on peut voir là-dessus. Et puis après, sans rentrer trop dans le détail de la thématique d'activisme aussi, il y a une sorte de changement aussi de paradigme au niveau de la typologie des émeutes. Puisque pour nous, c'est aussi un point qu'il ne faut pas oublier. Non seulement par rapport à ces chiffres, mais simplement, si je reprends un petit peu le changement aussi de paradigme, c'est-à-dire qu'en fait, entre 2005 et 2023, sur la base des données qui nous ont été rapportées par France Assureur, on se rend compte que la typologie des émeutes a changé.
En 2005, l'essentiel des sinistres qu'on avait, c'était des sinistres auto, des incendies de véhicules par exemple. On se rappelle les émeutes de banlieue 2005, voilà. Tout à fait. Et quand on regarde en 2023 les émeutes de l'année dernière, donc du mois de juillet, finalement la thématique des véhicules de particules et des incendies, ce n'est finalement que 10% des sinistres qu'on voit. Or, on passe à 55% de biens professionnels, commerce, magasins, etc. Et ça, c'est un vrai changement pour le coup, puisque ça coûte déjà aussi beaucoup plus cher. À titre de comparaison, en 2005, on était aux alentours de 200 millions. Pour 2023, on est plutôt sur des sommes de 730-750 millions. Donc on est quand même sur un autre montant. Et enfin, le dernier point aussi, c'est qu'on est sur une autre typologie, puisqu'on cible davantage les entreprises. On parle de commerce, on parle effectivement, et j'ai mis l'un des schémas qu'un de nos partenaires a bien voulu nous prêter, on est sur notamment le commerce de détail. Et donc en fait, quand on regarde un peu plus aussi, quand on parlait d'émeutes de banlieue en 2005, là on est plutôt sur des émeutes de centre-ville. On est effectivement sur des choses qui vont cibler les centres-villes. Et la carte que vous pouvez voir sur la droite nous permet d'avoir une idée un peu plus claire de la typologie et des dynamiques justement derrière le risque d'émeute pour les entreprises. Et il y a aussi une nouvelle typologie peut-être de manifestants. On l'a vu avec les émeutes suite à la mort du jeune Naël. Tout à fait. Ce que vous évoquiez, 730 millions, c'est quand même beaucoup. Et on a vu dans des villes, tout d'un coup, des magasins qui sont ciblés, ils sont dévalisés carrément. On n'est plus dans de la destruction un peu émotionnelle, un peu spontanée. Tiens, je vais casser parce que je suis en colère. Il y a aussi, après maintenant, toute une population qui s'est focalisée sur tiens, on va aller piller des magasins, quoi, finalement. Absolument, et je pense que ce dernier point est tout à fait vrai. On l'a vraiment vu, notamment lors des dernières émeutes, puisque les cas de vandalisme sont vraiment des cas relativement importants. Pour reprendre un peu le jargon assurantiel, nous, on va couvrir des dommages à la suite d'une destruction. Quand on parle de dommages à la suite de destruction, on pense effectivement aux incendies de véhicules comme en 2005. Ouais. Là, on est clairement dans du vandalisme, mais en plus du pillage. C'est-à-dire qu'en fait, on a en tête, par exemple, les magasins du côté de Châtelet qui ont été pillés. Mais en fait, aujourd'hui, en termes de sinistralité, des retours d'expérience que nous avons eus, c'est quasiment la moitié des sinistres, la moitié des sommes indemnisées qui sont liées au pillage. Et ça, c'est un vrai changement aussi qu'on n'avait pas avant. Il y a un caractère très opportun que l'on ne voyait pas par le passé. Tout à fait, vu qu'il y a un peu un chaos ambiant, eh ben on va en profiter. J'ai l'exemple d'une ville dans le 78 où pendant les émeutes de Noël, on a pillé un magasin de lunettes de luxe, des scooters et des chaussures de sport. Oui, tout à fait. Et donc, c'est assez intéressant puisque ça montre une nouvelle préoccupation au niveau des entreprises, puisque par exemple, tous les commerces de détail, au sens très large du terme, donc ça peut être aussi bien dans le monde du service de proximité, boulangerie, pâtisserie, etc. On a quand même, à proximité de chez moi, dans le 92, on a quand même certains supermarchés où même les rayons fromagerie ont été pillés. Ça montre un petit peu aussi les nouvelles motivations qu'on a derrière ceci. Et vous avez aussi bien, par exemple, des distributeurs automatiques de banques qui ont été pillés, qui ont été ciblés, mais vous avez également aussi des choses assez, finalement, qui passaient en dessous des radars, notamment des entrepôts. Les entrepôts jusqu'ici, ce n'étaient pas des choses qu'on avait l'habitude de voir en grande quantité en termes de sinistres. Aujourd'hui, c'est un changement aussi qu'on peut voir depuis quelques années, notamment sur la base aussi de certaines émeutes qu'on a pu voir dans d'autres pays que la France. Je pense par là au Chili, je pense également au Liban en 2018-2019 et je pense également aux États-Unis lors de Black Lives Matter par exemple. Alors là, c'est un vrai sujet, on le voit quand on a une entreprise internationale avec des clients ou même des filiales à l'étranger. On n'a pas les mêmes expositions en fonction des pays, et c'est ça que vous devez aussi prendre en compte, vous, dans les assurances. Oui, absolument. Ce qui est intéressant aussi, et au niveau des risques managers et des directeurs de la sûreté et sécurité avec qui nous travaillons, on sent de nouvelles préoccupations, pas forcément sur la thématique de ce qui se passe en France, puisqu'en fait c'est un sujet qui est connu. Les gens savent effectivement et sont préparés à ça, donc ils ont pu anticiper. Par contre, on sent une nouvelle préoccupation autour des risques logistiques et autour des risques de supply chain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos clients ont des fournisseurs et des clients qui sont à l'international. Et donc, ça signifie que potentiellement, ça crée autant de vulnérabilité qu'il y a de fournisseurs. Et si je prends effectivement, encore une fois, quelques points que j'ai souhaité vous partager,
sur les quelques dernières années, on a plusieurs exemples qui ont entraîné des tensions et des vulnérabilités sur la chaîne logistique des entreprises, avec notamment des conséquences parfois directes ou indirectes. Les tensions en Asie, c'est intéressant puisque le conflit en mer de Chine du Sud, mer de Chine méridionale, pardon, c'est pas quelque chose de nouveau. Les revendications territoriales autour de Taïwan, c'est des choses qui sont déjà connues. Néanmoins, il y a eu une prise de conscience, et notamment des demandes de la part de nos assurés, de nos clients, d'avoir effectivement plus de protection et de visibilité. On a senti une vraie volonté d'avancer sur ce sujet pour réduire les dépendances sur certaines régions, certains pays, mais également aussi certains produits. On pense notamment aux semi-conducteurs sur Taïwan. Donc certains, effectivement, ont été très en anticipation sur ces thématiques-là, en essayant de faire ce qu'ils ont appelé du reshoring, de la relocalisation, et donc de moins dépendre de certains fournisseurs, de certains clients. On a eu la même chose au niveau de la guerre en Ukraine, puisque la guerre d'Ukraine, pour le coup, a rappelé effectivement que la haute intensité était aussi possible en Europe. C'est revenu effectivement de façon assez drastique dans les préoccupations des dirigeants avec lesquels nous traitons, puisqu'en fait, la conséquence a été des augmentations des prix des hydrocarbures, certes, mais également aussi des autres thématiques comme le transport, par la mer Noire notamment. Ça a été un des points. Et le dernier point aussi, je pense, qui me paraît assez important, c'est actuellement sur le conflit israélo-palestinien et notamment le risque d'escalade régionale qui guette depuis déjà quelques temps. On s'est rendu compte que certains phénomènes qui avaient disparu ou quasiment disparu, comme la piraterie au large de la Somalie, sont des phénomènes qui reviennent. On a aussi la volonté de la part de certains acteurs et de certains clients et fournisseurs qui travaillaient sur l'Asie, ils ont la contrainte en fait de devoir contourner finalement les zones de tension qui sont bombardées par des outils notamment, et de faire le tour par bonne espérance, ce qui signifie de nouveaux coûts, plus de tensions sur la chaîne logistique, des problématiques assurantielles aussi derrière. Donc il y a une vraie interconnexion des crises par rapport aux entreprises. Et donc ce risque opérationnel et logistique, aujourd'hui, c'est vraiment l'une des préoccupations les plus importantes face au risque de carence de fournisseurs et de carence au niveau des clients. Alors, il y a 2 points. Il y a aussi votre accompagnement. Là, dans ce que j'entends, ça oblige certaines entreprises à se réorganiser complètement. Vous, le mapping que vous avez justement des situations territoriales à travers le monde, c'est important aussi d'avoir votre regard justement pour trouver des plans B, des solutions aux conflits. Il y a non seulement le rôle de l'assurance, mais il y a aussi le rôle peut-être de conseil et d'éclairage sur ce qui est possible, sur de la prévision aussi. On peut faire un petit peu quand on sent dans des pays une tension qui est en train de monter, on peut se dire, tiens, là, attention sur vos filiales, il va falloir monter d'un cran dans la sécurité parce qu'il y a des risques qui sont en train de monter. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aujourd'hui et ce qu'on constate, et encore une fois avec beaucoup d'humilité, nous sommes des assureurs, donc notre métier c'est de souscrire des risques, c'est de payer des sinistres et d'engranger de la prime. Ça, c'est la base de notre métier. Par rapport effectivement au flux que l'on voit, on a effectivement certains retours d'expérience qui nous permettent d'avoir une approche, on va dire, de bonnes pratiques. Et certaines bonnes pratiques qu'on a pu voir notamment, c'était tout simplement que déjà, et sans vouloir enfoncer de porte ouverte, c'est qu'il faut avoir une vision vraiment globale de la question. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, ça doit faire une quinzaine d'années que je suis dans ce métier, et les sinistres que j'ai pu avoir à l'international sont souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, dans les pays dans lesquels on s'y attend le moins. C'est souvent, en fait, quand on regarde l'exposition et l'empreinte d'une entreprise, c'est souvent dans le pays le moins, anxiogène, en quelque sorte, que l'on a eu les sinistres. Ça pourrait être les États-Unis par rapport à Black Lives Matter, on a eu le Sénégal, le Kazakhstan, on a eu la Géorgie. Donc ce n'est pas forcément des pays auxquels on se prépare effectivement à avoir des sinistres quand on regarde l'empreinte de l'entreprise et son exposition. Et c'est là où c'est intéressant, puisque pour nous, la première recommandation, avec encore une fois beaucoup d'humilité, c'est vraiment de ne pas faire d'anti-sélection. Et c'est vraiment de concevoir finalement les risques dans leur entièreté. Ça, c'est le premier point, puisque par définition, entre la perception qu'une entreprise peut avoir de son risque et la perception que des consultants extérieurs potentiellement ou bien de tierces parties pourraient avoir, on a parfois effectivement de grandes distinctions et de grandes différences de vision. Et vous avez donc des cartographies, des tendances qui servent à justement anticiper, à faire remonter les informations terrain pour que les entreprises aient une aide à la décision finalement par rapport à leur programme de sécurité ou d'assurance ?
Oui, tout à fait. Alors, on travaille bien évidemment avec des consultants dont c'est le métier effectivement de faire de l'analyse en risque politique sur des thématiques très particulières, que ce soit sur le terrorisme, sur le risque de mouvements sociaux ou bien même carrément sur les risques de guerre. On travaille aussi avec certains partenariats académiques pour effectivement avoir un petit peu de nourriture intellectuelle nous permettant d'en faire ensuite bénéficier nos clients. Mais l'idée, c'est vrai que dans la majorité des cas, nos clients ont déjà effectivement une vision qui leur est propre, qui est assez claire. Encore une fois, notre métier, c'est de couvrir des risques. Donc, bien souvent, l'idée, c'est de suggérer à nos clients de se mettre à table avec le courtier d'assurance, avec la direction de prévention, de la sécurité, de la sûreté, et de pouvoir finalement se dire quelles sont vos préoccupations, quelles sont vos expositions, et discutons des solutions sur la base de notre expérience, de votre expérience, de celle de votre courtier, et essayons effectivement de trouver conjointement des solutions à ça. Et est-ce que par rapport aux activités, je pense par exemple à des groupes énergétiques, ou est-ce qu'il y a des activités, des entreprises qui sont particulièrement exposées à des actions de militants, parce qu'on sent que dans le public, par rapport à des préoccupations environnementales, eux, ils sont vraiment un peu sur la blacklist et on a envie d'aller faire des actions contre eux. Donc, est-ce que dans les entreprises, vous avez aussi, vous, des secteurs qui sont particulièrement sensibles? Alors, tout ce qui concerne de près ou de loin au secteur, comment dire, au niveau de certains secteurs assez stratégiques et certains étant considérés comme critiques pour des raisons de normes environnementales, sociales, etc., on sait effectivement qu'on va avoir des approches différentes. L'idée pour nous, encore une fois, c'est d'accompagner nos clients dans la mesure de ce que l'on peut faire, de ce que la loi nous permet bien évidemment, mais aussi et enfin de ce que notre gouvernance nous autorise à faire. Aujourd'hui, potentiellement, le monde du secteur minier, on sait qu'effectivement, ce sont des choses sur lesquelles on souhaite avoir effectivement un peu plus de détachement, notamment par rapport à tout ce qui est charbon, pour ne citer que ceci, Charbon, et par ouais. rapport à certaines activités, on va dire, assez comment dire, critiques par rapport à certaines susceptibilités, on va dire. Le monde de l'armement est parfois un monde sur lequel on peut avoir effectivement des difficultés. Le monde de l'énergie, toujours, le pharmaceutique, etc. Donc il y a aussi toute une approche morale et une politique de souscription qui est décidée généralement au niveau du groupe et qui nous permet effectivement de définir ce vers quoi nous souhaitons aller, ce vers quoi nous sommes en mesure d'accompagner nos clients. Dernier point, et non des moindres, ceci est une approche qui est propre à notre entreprise. D'autres entreprises n'ont pas forcément les mêmes critères, vont avoir une approche peut-être similaire, mais avec certaines disparités. Et donc normalement, l'idée c'est de pouvoir être en mesure de proposer, que ce secteur propose finalement des solutions d'assurance à toutes les activités. Quelques bonnes recommandations, quelques bonnes pratiques pour les entreprises aujourd'hui que vous pouvez donner, transmettre avec votre expérience et votre regard? Alors la première, effectivement, c'était véritablement sur cette nécessité de gérer les choses dans leur ensemble, de traiter finalement le risque politique dans son ensemble. Et là-dessus, j'aurais tendance aussi à dire qu'une entreprise, c'est aussi enfin un ensemble d'individus. Et donc, par définition, ça signifie qu'on a des personnes. On a des personnes qu'il va falloir former, sensibiliser et préparer à ces nouvelles typologies de risques. Mais ça signifie aussi qu'en fait, il y a un devoir derrière pour l'entreprise, puisqu'au niveau légal en France, il y a des problématiques de juridique qui sont derrière, en matière de responsabilité, devoir d'information, devoir de protection, etc. Et en l'occurrence, quand vous avez une entreprise qui n'est pas en mesure de pouvoir assurer ses obligations, qui sont souvent des obligations de résultat, alors effectivement, il y a des problématiques derrière qui sont beaucoup plus poussées, qui peuvent entraîner certaines tensions en interne. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'évoquer, comme leur tourne gentiment? Vous avez, monsieur? Non, non, c'est ça. Ok, bon, moi j'en avais une peut-être par rapport à l'actualité. Comment à l'échelle de votre groupe, la maison mère, donc elle est en Angleterre ou aux États-Unis? C'est l'un des deux, non? Alors, on a une maison mère effectivement qui est aux États-Unis avec une entité européenne dont le siège est au Luxembourg. Ok. Et comment vous envisagez la nuit d'élection qui arrive, par exemple? Si, imaginons que Kamala Harris passe, imaginons, il y a deux cas de figure, c'est l'une ou l'autre.
les émeutes comme ça, j'imagine qu'il y a tout un travail de préparation en amont quand on a un événement comme ça. On a parlé des JO juste avant. Quand on a des gros événements comme ça, est-ce que vous, les compagnies, vous avez un travail un peu de, je dirais, de veille, de préparation assez intense pour se dire, tiens, voilà, on doit être au plus près de la perception de ce qui va se passer? Alors, généralement, comme quand on souscrit des contrats, on les souscrit sur un temps, on va dire, long, puisqu'on est sur 12 mois à l'avance. Ces questions-là, on essaie de les anticiper. Et généralement, dès lors qu'on a des élections dans un pays, on sait qu'on aura une attention toute particulière sur la façon dont on va souscrire le risque, sur les types d'entreprises que l'on va vouloir prendre ou non, quelles mesures on va souhaiter effectivement mettre en place en termes de prévention, etc. Concernant les élections américaines, on n'oublie pas ce qui s'est passé il y a 4 ans, avec Oui, au notamment Capitole, l'assaut sur le Capitole qui a quand même entraîné des morts. Ouais. Ça a été un véritable choc, je pense, pour beaucoup de personnes sur notre marché. On est conscient aussi aujourd'hui que, en tant qu'entreprise du monde des assurances, on a la nécessité de gérer nos cumuls et de faire face notamment à ce qui est imprévisible ou alors ce qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. L'idée d'envisager effectivement un scénario de catastrophe aux États-Unis fait que nous avons eu la contrainte en interne de nous préparer en termes de gestion des expositions, à savoir combien d'entreprises avons-nous avec une exposition aux États-Unis, quels sont le type d'exposition que nous avons, quelle est la nature, l'ampleur de ces expositions, etc., pour faire en sorte que, en cas de sinistre et de scénarios particulièrement belliqueux, on soit en mesure de pouvoir indemniser nos sinistres et qu'on soit en mesure effectivement d'apporter les promesses qui sont sous-jacentes au contrat d'assurance. Il nous reste un petit 2 minutes, une question ou pas. Est-ce que là, on parle justement des indemnisations. On a l'impression que vous prenez en charge de plus en plus de choses. Là, on vient d'avoir un drame vraiment atroce, effroyable en Espagne, à Valence. Donc là, on est sur le climatique, avec probablement aussi des émeutes derrière. On a aussi on l'a eu le cas aux Antilles, on a eu la Nouvelle-Calédonie. On a tout d'un coup ces soulèvements populaires, soit à la suite d'un grand drame ou d'une inaction. On a l'impression que ça monte un petit peu. Comment vous faites, vous, pour maintenir une croissance, un chiffre d'affaires? Comment vous prenez en charge cette montée en puissance un peu des événements que vous devez couvrir? Alors, la comparaison avec les catastrophes naturelles est assez intéressante puisque, je crois me rappeler, il y a 1 ou 2 ans, un courtier d'assurance anglo-saxon a fait un comparatif entre le coût des émeutes et le coût des catastrophes naturelles. Et on s'est rendu compte que, notamment sur certaines géographies, comme par exemple l'Afrique du Sud ou l'Amérique latine, on était quasiment dans des niveaux équivalents. Équivalent entre les deux. Voilà, Wow. des niveaux équivalents. C'est dire quand même le poids des émeutes et des soulèvements et des... Tout à fait, sachant que les problématiques des indemnisations au titre des catastrophes naturelles sont des problématiques d'actualité, puisqu'on a de plus en plus de fréquences, mais également d'intensité. Donc on est en train de comparer ça avec des choses qui sont, qui sont déjà en croissance elles-mêmes. Donc c'est effectivement un vrai point de préoccupation. Et pour nous, on a la volonté effectivement de pouvoir certes accompagner nos assurés là-dessus, mais on a aussi la nécessité de pouvoir trouver des solutions qui nous permettent d'avoir un certain équilibre aussi, qui nous permettra de pouvoir être toujours présent dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, etc. Et donc la nécessité pour nous, c'est aussi de faire de la prévention. C'est la nécessité, c'est aussi de pouvoir accompagner nos clients sur certains risques, mais avec des mesures, on va dire, relativement conservatrices, afin de pouvoir affirmer notre comment appelle-t-on ça, notre vision à long terme. Voilà, c'est effectivement... La conclusion, ça a changé tout de suite. Voilà, conclusion, on est carrément bien. Oui, parce qu'on parlait justement de la montée en intensité des événements climatiques. Il y a 1 an ou 2, mais on l'a vu encore avec cette année en Floride, il y a eu cet ouragan aussi, presque pas l'ouragan du siècle, mais enfin, c'était vraiment un des plus forts. Certains assureurs disent, tiens, la Floride, bientôt, il y a des endroits qui seront quasiment plus assurables parce que il y a cette question-là aussi qui arrive. Alors ça, c'est avec le climat, mais j'imagine que dans certains points très chauds, vous posez la question, est-ce qu'on peut continuer à assurer comme avant ou est-ce qu'il faut
cibler davantage, être plus précis, être plus... La question, effectivement, au niveau des émeutes, et ne serait-ce qu'en France, elle se pose déjà par Bah rapport oui. notamment à de nombreuses collectivités locales qui éprouvent des soucis pour se couvrir contre ce genre de péril. Il y a actuellement des discussions entre les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, ainsi que les différentes fédérations représentant les compagnies d'assurance pour trouver des solutions à cette thématique-là. Aujourd'hui, on sait que par le passé, lorsque le terrorisme, notamment suite au 11 septembre, lorsqu'on est rentré dans l'ère de l'hyperterrorisme, avec notamment des sinistres estimés aux alentours de 30 milliards de dollars. Ça, c'était le 2001, c'était le 2001, ouais. le 9/11. Il y a eu effectivement l'apparition de plus en plus de pools de réassurance pour effectivement permettre de mutualiser les risques et en fait rendre cette couverture encore possible. Ça, aujourd'hui, c'est l'une des voies qui est en train d'être discutée. Donc, il y a effectivement certains débats sur ces questions-là pour rendre ces risques toujours assurables demain. Bien. Alors, comme le temps tourne et qu'on va bientôt avoir une nouvelle table ronde, on a bien fait le tour. Est-ce que vous êtes présent sur le salon ? Je serai présent encore une petite heure effectivement sur le salon. Une le petite heure temps de... donc, pour du networking sur notre espace Tout à live, fait. notre espace bar. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les Merci assurances. Et puis on vous retrouve bien sûr sur Liberty Market. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, on peut vous applaudir. Et très bon après-midi. On se retrouve dans un instant sur le live.